Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié au SCPI. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Marie Souclier, président du groupe Sogénial Immobilier. Bonjour. Bonjour. Et nous avons le plaisir aussi de recevoir Mathieu Navarre, directeur commercial du groupe Parev Gestion. Bonjour. Bonjour. Je suis toujours accompagné de ma collègue Salomé Lourdin, conseillère en gestion de patrimoine et experte en immobilier. Bonjour Salomé. Bonjour Julien, merci beaucoup. Donc ce soir, on va évoquer un thème précis, les SCPI diversifiés. Aujourd'hui, on sait que le contexte économique il est en perpétuelle évolution. Les investisseurs, comme vous, ils sont toujours à la recherche de moyens efficaces pour diversifier leur portefeuille et maximiser leur rendement. Au cours des dernières années, le marché des SCPI a suscité un intérêt croissant en tant qu'outil d'investissement, offrant une exposition au marché immobilier sans contrainte. L'intérêt des SCPI il a aussi évolué. On a eu une forte croissance sur les 5 dernières années. Et là, l'année 2023 a été marquée par des annonces de baisse de valeur de la part de plusieurs sociétés de gestion. Et donc, cette diminution, elle est due notamment à plusieurs facteurs, tels que la hausse des taux ou le manque de diversification. Donc, dans ce contexte, les SCPI diversifiés ont émergé comme une option attrayante pour les investisseurs cherchant à répartir leur capital sur un portefeuille immobilier diversifié tout en optimisant le couple rendement-risque. Donc, le marché immobilier, ça reste toutefois un véhicule d'investissement attractif. Et au cours de cette webconférence, nous expliquerons ce que sont les SCPI diversifiés, leurs avantages, leurs risques et les facteurs à considérer lors de l'investissement. Nous examinerons également comment le marché des SCPI a évolué ces dernières années et quelles sont les futures tendances. Merci. Donc, tout d'abord, avant de passer donc aux premières questions que nous allons poser à nos intervenants, je tenais à vous préciser, donc à vous, auditeurs de cette webconférence, que vous pouvez poser donc tout au long de cet échange vos questions et nous les poserons après cette première partie. N'hésitez pas à poser ces questions. Nous n'aurons pas forcément le temps de répondre à toutes, mais bien sûr, nous contacterons l'ensemble des clients qui auront posé des questions par la suite. Voilà, donc on va passer donc à la première question de ce webinaire. Alors, première question classique, je dirais, quelles sont les principales évolutions du marché des SCPI au cours des dernières années et quelles implications cela a-t-il pour les investisseurs? Jean-Marie, je vous laisse l'honneur de cette première réponse. Merci. Alors, je pense que la réponse est dans la thématique. Finalement, je pense qu'une des principales évolutions au cours des dernières années, c'est justement les SCPI diversifiés. C'est un produit qui est assez récent, qui a moins de 10 ans, grosso modo. Alors, diversifié, ça veut dire qu'on n'a pas une seule typologie d'actifs. Donc, avant, on avait commerce et bureau. C'était les deux grandes catégories de SCPI. Là, l'idée de ces SCPI, ça a été de mixer évidemment le bureau et le commerce et de rajouter d'autres typologies d'actifs, notamment très souvent l'activité. Donc ça, c'est plutôt des locaux liés aux entreprises, beaucoup plus en région française, beaucoup plus en province qu'à Paris. Et c'est des locaux de taille qui vont aller de 500 mètres carrés jusqu'à plusieurs milliers de mètres carrés, dans lesquels ils peuvent faire du stockage, ils peuvent faire de la production, ils peuvent mettre des bureaux en mécanique. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc je pense que la principale évolution, ça a été celle-là. Elle s'est accompagnée évidemment de la création d'autres SCPI, alors moins diversifiées, mais dites thématiques. Ça a été la deuxième évolution, je pense, de ces dernières années. Là, je reviens un petit peu plus en arrière. Je pense que Mathieu sera peut-être un peu plus dans les temps récents tout à l'heure. Mais ça a été la création des SCPI thématiques. Donc, les SCPI thématiques, c'est des SCPI qui, finalement, un peu comme le commerce, n'ont qu'une seule thématique d'investissement. Donc, la thématique peut être immobilière. Par exemple, avec l'hôtellerie, vous n'achetez que des hôtels, ou peut être logistique, vous n'achetez que de la logistique. Elle peut être un peu plus économique quand on va aller, par exemple, sur la santé, où là, on ne va pas acheter que des cliniques ou que quelque chose, mais on va acheter tout l'immobilier lié à la santé et on va être, entre guillemets, entre de la diversifiée et de la thématique, puisqu'on aura à la fois la thématique finalement économique de la santé, mais la diversification, puisqu'on aura à la fois, par exemple, des maisons médicales, des cliniques, dans certaines, il peut y avoir des EHPAD, s'ils sont médicalisés, il peut y avoir aussi des bureaux loués à des sociétés de santé. Donc, on est presque donc diversifié, mais on est sur une thématique économique. Voilà, je pense que c'est les grandes évolutions des SCPI. Et l'intérêt pour les porteurs de parts, c'est que finalement, aujourd'hui, avec quelques SCPI dans un portefeuille, ils peuvent toucher toutes les classes d'actifs immobiliers. C'est-à-dire que vous mettez une diversifiée qui va aujourd'hui être un peu un fonds de portefeuille quand elle a un peu d'ancienneté. Il faut qu'elle soit un peu ancienne, pas récente. Vous allez toucher le commerce, le bureau, l'activité. Si vous rajoutez un peu de sang, une SCPI santé, une SCPI hôtelière,
Vous auriez peut-être une SCPI, il y en a sur les résidences étudiantes ou sur l'éducatif ou des sujets comme ça. Vous allez quasiment toucher toutes les classes d'actifs immobiliers avec des enveloppes finalement pas très importantes d'investissement. Vous êtes exposé partout et vous pouvez même choisir une SCPI ou une thématique qui vous plaît plus qu'une autre. Merci Mathieu. Je vous laisse apporter votre réponse aussi. Effectivement, on a vu un marché qui s'est quand même largement transformé en 2023, donc je disais plutôt bien, je reviens sur le temps présent. Les diversifiés ont capté quasiment et augmenté leur part de marché de quasiment 25% sur la seule année 2023. Donc on a vécu une année qui s'est transformée finalement entre le premier trimestre et le quatrième trimestre de manière assez drastique. En revanche, elles ont apporté cette consolidation finalement que les épargnants recherchaient, et cette consolidation sur la valeur. Vous introduisiez, Salomé, sur les baisses de prix de part. Je pense que c'est important de planter le décor. Les SCPI, il me semble qu'il y a que 23 SCPI ont baissé leur prix de part en 2023. Aucune de nos deux maisons, pour des raisons qu'on saura peut-être exposées, 23 étaient exposées très très majoritairement au bureau. Et là, il y a un distinguo à faire toutefois, c'est que il faut distinguer ce qui relève de la classification ASPID, puisque certaines SCPI qui ont baissé leur prix de part sont des SCPI diversifiées, mais avec finalement une exposition bureau et notamment une exposition de très très grande superficie qui est importante. Et c'est dans le portefeuille, finalement, cette exposition bureau qui a pâti et dont la valeur a baissé, lorsque finalement d'autres SCPI qui sont classifiées bureau ont été complètement exposées. Donc, premier élément, les diversifiés ont pris énormément de parts de marché courant 2023 et c'est lié, entre autres, au fait que ce sont les SCPI de bureau qui ont très largement pâti. Dernier élément, c'est que la diversification, moi j'aime à la faire prendre aussi de la hauteur, c'est aussi le rôle de votre rôle, d'accompagner vos clients dans une diversification patrimoniale. On ne la fait pas qu'au sein de la SCPI. Alors, au sein de la SCPI, c'est quoi une diversification? Elle se fait en classe d'actifs. Elle se fait par la granularité du portefeuille, elle se fait par la zone géographique, et puis évidemment, plus la taille de ma SCPI est importante, plus on considère finalement qu'elle est diversifiée en ce qu'elle diversifie son risque également, mais elle se fait aussi au niveau patrimonial, puisque quand je choisis des SCPI, je vais diversifier de maisons de gestion, je vais faire une diversification finalement globale, et je vais aller chercher des maisons qui savent porter des thèses d'investissement au travers de différentes SCPI. Une SCPI diversifiée ne suffit pas à diversifier mon allocation. Très bien, merci beaucoup. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, il y a aussi une autre question qu'on se pose, c'est comment les SCPI diversifiées, elles se positionnent par rapport aux autres, et tout simplement, voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à les différencier entre du bureau ou du commerce, voilà, est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin? Les classes d'actifs ont réagi tout à fait différemment en 2023. Alors je réponds sans répondre directement à la question. Je crois que ce qui est au cœur finalement, une SCPI, on se rappelle, avant d'être une catégorie, avant d'être une classification, c'est de l'immobilier. Et ce sont des classes d'actifs qui viennent composer les SCPI, Jean-Marie l'a parfaitement rappelé. Il n'y a pas une classe d'actifs, finalement, qui a réagi de la même manière en 2023. Le bureau a réagi tout à fait différemment que le commerce. Le commerce a quasiment 27 sous-classes d'actifs dans cette seule classe d'actifs immobilière. Chaque classe d'actifs a réagi parfaitement différemment. Le résidentiel a encore une fois eu une appointance qui a été totalement différente. Et si je distingue les territoires de la même manière, la diversification permet d'étaler le risque en ce que j'ai étalé mes propensions finalement de baisse de valeur. L'Europe a corrigé en 2022, bien avant le territoire français. La France, finalement, et tout le monde s'accorde à dire que nous n'avons certainement pas corrigé suffisamment au moment où l'on se parle. Donc, la diversification, encore une fois, il faut l'apercevoir au travers de la classe d'actifs qu'il a compose. Je ne crois pas qu'on puisse, et c'est un échange qu'on a ensemble, je ne crois pas qu'on puisse affirmer que les CPI diversifiés agissent tous de la même manière. Tout dépend encore une fois de ce qu'on achète et comment on l'achète en termes de classe d'actifs et de territoire sous-jacent. C'est vrai que je vais un peu rebondir sur ce que dit Mathieu et abonder. Pour moi, finalement, on disait par rapport au commerce, par rapport au bureau, les deux SCPI, les deux classifications historiques que j'ai données, en fait, finalement, la SCPI diversifiée, c'est prendre le meilleur de ces deux-là, rajouter quelque chose dedans et essayer de faire la meilleure allocation, le meilleur panier finalement d'immeubles pour les porteurs de parts. Et comment on arrive à ça? Alors, on arrive à ça en travaillant beaucoup, mais ça,
tout le monde travaille beaucoup, même ceux qui font des SCPI bureaux, commerce travaillent aussi beaucoup. La différence, je pense, elle est sur un schéma qui est assez simple, c'est que quand vous faites que du bureau ou que du commerce, à un moment, vous allez assez logiquement, facilement vers les mêmes typologies de bureaux. Vous dites, OK, j'ai un immeuble dans tel coin, si j'en prends un deuxième à côté, un troisième, un quatrième, c'est plus facile à gérer pour moi. Je peux faire passer éventuellement le locataire de l'un à l'autre, je gère mieux. En fait, on peut avoir tendance à se simplifier un peu la vie. Et c'est la même chose dans le commerce. Alors que quand on va faire du diversifié, finalement, le lundi, on va regarder un immeuble de bureau à Bordeaux, le mardi, un truc logistique à Metz, le mercredi, on va être à Marseille pour un bureau, un sujet de commerce. Et donc, en permanence, on va finalement réinventer le métier qu'on fait et en permanence, on va aller chercher de l'agilité. Et je pense que la vraie différence entre ces SCPI un peu plus anciennes, historiquement, on a dit Mathieu, 23 qui ont baissé, et c'était des SCPI qui étaient plutôt anciennes, voire très anciennes, donc avec des patrimoines anciens qui n'ont pas été, parce que historiquement, l'ADN de la SCPI, c'est moins de faire tourner le patrimoine, c'est moins de travailler, c'est plus de vivre dessus. Notre métier, c'est de percevoir des loyers, c'est moins de travailler des immeubles. Et finalement, sur ces vieilles SCPI, on voit qu'on a des choses un peu plus anciennes, alors que les jeunes SCPI, elles sont très agiles. Leur métier, c'est vraiment le métier de base de nos investisseurs, c'est d'aller chercher des actifs dans toute la France, d'essayer d'être le plus agile possible pour créer du rendement pour les porteurs de parts, pour aller chercher des immeubles qui vont être facilement gérables, bien évidemment, c'est toujours notre métier, mais surtout sur lequel on va aller plus chercher de la performance et d'avoir toujours une vision finalement assez critique des choses, parce qu'on sait que quand on est jeune, et c'est le cas de beaucoup de SCPI diversifiés, elles ont moins de 10 ans, en fait, on est plus sujet à des problématiques. Dès qu'on a un locataire qui va mal, ça peut vite avoir un impact. Et c'est vrai qu'on vit toujours un peu dans cette frayeur au début et ça nous oblige à beaucoup d'agilité. Peut-être un élément de complément également, la diversification, c'est aussi le droit de s'interdire. S'interdire d'aller sur une classe d'actifs lorsqu'on estime, ou un territoire lorsqu'on estime qu'il est trop cher. Alors que le thématique, finalement, vous enferme un petit peu. Oui. Nous, on a suivi, alors c'est pas le grand terme, mais pendant quelques années, la logistique, parce qu'on estimait que c'était un petit peu surcoté. On y revient progressivement. Voilà. Donc, diversifier, c'est aussi le droit de s'interdire. Merci beaucoup. Donc, pour rebondir un peu sur vos réponses, quels sont, je dirais, les critères fondamentaux à prendre en compte lors de la sélection en fait d'une SCPI diversifiée pour un investissement? Avec un peu d'humour, je dirais la première chose, c'est de rendre une très bonne société de gestion comme celle autour de cette table, mais de façon quand même plus précise et plus pragmatique. Je pense qu'il faut regarder les grands indicateurs. Alors historiquement, les grands indicateurs, ça va être évidemment le taux de rendement, parce que c'est un indicatif qui peut être important. Alors, il ne faut pas évidemment faire que du taux de rendement très élevé, parce que qui dit rendement élevé dit toujours couple rendement-risque, donc dit risque plus élevé. Donc il faut être conscient de ces éléments-là. Il faut regarder bien évidemment le rendement. Il faut regarder la décomposition du portefeuille. Est-ce que finalement la typologie d'immeubles qu'il y a dedans nous plaît, comment ils sont répartis entre les différentes stratégies d'investissement, souvent commerce, bureau, activité. Il faut regarder aussi de façon assez intéressante, je pense, on en parle moins. Alors ça va moins concerner ces sociétés-là, mais il faut quand même regarder globalement le volume de parts sur le marché secondaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de retraits ou pas beaucoup de retraits? Parce que quand il y a beaucoup de retraits, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut y avoir un petit grippage. Et si vous voulez sortir, ça peut être compliqué. Il faut aussi regarder le nombre de parts en attente de retrait. Ça va être un sujet qui peut être important. Si on voit ça va permettre de dire qu'on a un blocage sur le marché de la SCPI. Donc, ça peut être un indicateur qui n'est pas forcément très intéressant. Encore une fois, il faut regarder si à la fin du mois, il reste 1000 parts et qu'on voit qu'il y a 10 000 parts ou 100 ou 20 000 parts qui ont été souscrites dans le trimestre, c'est pas très grave. Si on voit qu'on en a souscrit 8 000 et qu'il y en a 80 000 en attente de retrait, ça commence à être relativement inquiétant et il faut se tourner vers d'autres sujets. Après, je pense que Mathieu, tu as des critères autres à recommander aussi. Ouais, il y en a plusieurs, effectivement. Je rejoindrai évidemment Jean-Marie sur la granularité des portefeuilles. Plus un portefeuille est granulaire, plus j'atténue l'humoriste et je diversifie sur différents actifs. Bon, il y en a deux que je regarde de très près sur une SCPI. C'est pour rejoindre les critères de liquidité, c'est l'exposition institutionnelle. Je pense que toutes les sociétés de gestion ont ce devoir aujourd'hui de commencer à livrer au marché les expositions institutionnelles des fonds, mais dans le détail. Juste donner un pourcentage, c'est être capable de dire ce que nous avons ou pas. Je crois qu'on a tous les deux des expositions relativement, voire très faibles sur nos fonds, mais combien d'assureurs sont présents au sein de nos fonds, combien d'institutionnels, combien de sociétés civiles, etc. Et finalement donner le détail au marché. Moi, c'est quelque chose que je regarderai. C'est un des critères absolument fondamentaux quand on choisit une SCPI en ce moment, et pour ces risques de liquidité. Dernier élément qui est très important, c'est les locataires. Qui sont mes locataires? On parle de classe d'actifs et d'immobilier depuis tout à l'heure.
qui sont mes locataires, parce que finalement la SCPI c'est quoi? C'est pour l'épargnant, pour celui qui achète, c'est l'idée d'un rendement futur. Mais ce rendement c'est quoi? Si ce n'est des loyers. Et ce loyer, il est lié à une activité économique qui est celle de mon locataire. Donc je dois être capable de savoir qui est mon locataire, quel est son secteur d'activité, quelle est la durée résiduelle des baux moyenne qu'il y a sur mon portefeuille, et en quoi finalement ces locataires, en quoi cette typologie de locataire, qui est à la main de ce que la société de gestion doit piloter pour que ça assure de la pérennité dans le revenu, en quoi elle me sécurise mon revenu. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors, pour ajouter aussi sur un critère, en quoi est-ce que la diversification géographique et sectorielle des actifs immobiliers, elle peut contribuer à diminuer aussi le risque pour les investisseurs? Alors, il y a différents types de risques, on l'a vu. Exactement. On a introduit par le risque de valeur, c'est-à-dire potentiellement baisse de prix de la part. Une des choses que nous avons évoquées tout à l'heure, c'est que lorsqu'on diversifie géographiquement, on va chercher des évolutions économiques et on capte des dynamiques économiques qui sont différentes. Et on a des territoires qui vont réagir tout à fait différemment. Donc, je me protège du risque en valeur, finalement, en diversifiant mon portefeuille et en investissant notamment à l'international. En ne restant pas focalisé sur le territoire français, en allant finalement chercher des actifs ailleurs, encore une fois. Et j'ajoute que ça se fait au niveau de la SCPI, je rajoute que, encore une fois, ça se fait au niveau d'un portefeuille de SCPI. Donc je vais capter finalement des développements économiques différents. Et là où je peux finalement extrêmement jouer sur différents territoires, c'est qu'il y a sur des territoires des classes d'actifs que je vais aller chercher, parce que j'irai absolument pas les chercher ailleurs, parce que la législation ne me permet pas, parce que l'économie, le dynamisme économique n'en est pas au stade d'aller investir sur telle ou telle classe d'actifs. Donc la réalité, c'est que ça nous permet de prendre encore plus de hauteur et de protéger au maximum la valeur et les revenus, puisque sur certains territoires, et notamment européens, on a des mécanismes de captation de l'inflation qui sont beaucoup plus puissants que ceux sur le territoire français, qui sont plus réactifs, on est moins lié au baux 369, avec les mécanismes d'indexation que l'on connaît, c'est beau, c'est contractuel, donc je me protège en valeur, je me protège dans le rendement que je sécurise et je capte au maximum les mécanismes d'inflation, et donc ça c'est deux premiers éléments absolument majeurs. Merci beaucoup. On en a parlé aussi, mais aujourd'hui, en fait, je dirais comment vos SCPI, gèrent-elles les fluctuations du marché immobilier, comme par exemple la hausse des taux ou la différence de croissance au niveau des marchés européens? Alors sur la hausse des taux, c'est un schéma qui est assez simple. La SCPI, c'est un produit de personnes raisonnables, de bons pères de famille. C'est historiquement un produit d'épargne. On est des gens relativement peureux, on peut dire. On doit avoir une gestion peureuse des choses pour limiter les risques. On parlait des risques juste avant. On doit vraiment avoir cette gestion la plus prudentielle possible. Donc la meilleure chose à faire et le plus simple, et ce qu'on voit dans la plupart des cas, en tout cas chez nous, ce qu'on fait, je pense que c'est pareil chez Mathieu, c'est que les gens vont faire du taux fixe. Comme ça, on est tranquille. On a assez peu de fluctuations sur les taux d'intérêt. Et donc, on est naturellement protégé. Si on n'a pas de taux fixe, bien évidemment, on va prendre des caps, on va se protéger par des caps de taux, donc on va payer pour que le taux ne puisse pas monter au-dessus d'un certain niveau, ou on va les échanger contre d'autres taux. C'est des mécanismes un peu assez simples à mettre en place, mais assez compliqués financièrement, qui vont permettre de protéger les investisseurs. Donc ça va être déjà le premier sujet sur les taux. On fait du crédit amortissable long terme. On peut mettre un peu d'in fine de temps en temps, on peut mettre des crédits fine, mais il faut vraiment que ce soit une portion très faible des choses. On va se protéger aussi en ayant des taux d'endettement assez faibles. Historiquement, les SCPI ont peu d'endettement. On peut monter jusqu'à 20, enfin, suivant les stratégies, mais globalement, monter au-dessus d'une trentaine de pourcents, ça commence à devenir un peu compliqué si on veut avoir une stratégie d'amortissement, donc de rembourser la dette, et pas se retrouver avec des crédits in fine, donc payables à la fin, et à un moment soit payés, soit renégociés. Et tous ceux qui auraient pu avoir des crédits à renégocier dans les 24 derniers mois ou 18 derniers mois, ça va leur coûter très cher puisque les taux vont être multipliés par 2, voire 3 dans certains financements par rapport à ce qu'ils avaient. Et puis sur la diversification géographique, ben finalement, c'est ça qui va naturellement nous protéger. C'est qu'en fait, le fait d'être exposé sur plusieurs marchés, comme le disait Mathieu, d'être dans plusieurs pays, d'avoir d'autres contreparties finalement. L'intérêt d'aller en Espagne, c'est pas d'avoir les mêmes contreparties qu'en France, c'est d'avoir des contreparties espagnoles. Alors bien sûr, on prend le risque de l'économie espagnole, mais on va espérer, et ça va être notre pari, que si l'économie espagnole a un problème, l'économie française ou l'économie allemande ou l'économie d'un autre pays ira bien, et inversement entre tous les pays. Et c'est comme ça qu'on va aussi se protéger.
On parlait tout à l'heure de la protection du risque, finalement, de la SCPI diversifiée. En fait, c'est dans son nom, la diversification, assez naturellement, protège au maximum contre les risques. Merci. J'aurais dit déjà énormément de choses. Non, le taux fixe, évidemment, si on était en variable, on le swap. Ça, et on se protège, donc évidemment. Les hausses de taux peuvent amener un petit élément complémentaire, parce qu'il a été très complet, des risques de change. Donc sur certains pays, si je ne suis pas sur une base euro, je dois veiller à me protéger des risques de change. C'est un coût, mais les sociétés de gestion ont... donc c'est un risque, mais en tout cas, il faut qu'on le prenne en compte, évidemment, quand on n'est pas sur une base euro. Tout à fait. Merci beaucoup. On a aussi des questions sur finalement la liquidité des parts de SCPI et sur comment effectivement le porteur de parts derrière lui il peut prendre en compte ce facteur-là et un peu plus globalement quelles sont les options disponibles pour revendre ses parts. Alors, il y a beaucoup de réponses, beaucoup d'éléments et beaucoup de questions dans les questions. Ça, c'est un des grands sujets. C'est-à-dire que mi-2023, quand on a vu le marché commencer à avoir des baisses de prix de part arriver, et quand on a vu les difficultés qu'affrontait le marché immobilier, je pense pouvoir dire qu'on arrive sur un plateau qui est relativement positif pour tout le monde. Le coup d'après, c'était un risque de liquidité. Ce risque de liquidité était essentiellement lié au fait que nous avions des acteurs institutionnels qui, sur certaines SCPI de marché, avaient fait des demandes de retrait extrêmement importantes. Je crois que c'est très important de bien dire que l'épargnant, retail, personne physique, finalement, est assez peu présent dans les carnets d'ordre que l'on retrouve sur le marché. Et ces institutionnels-là qui ont demandé à sortir, aujourd'hui, font qu'un certain nombre de SCPI de marché affichent des parts en attente de retrait qui sont parfois significatives. Qu'est-ce qu'on met en place face à ça? Soit effectivement on a la collecte suffisante, et donc ça veut dire que les collectes compensent les retraits que je suis capable de, par mon mécanisme de variabilité, finalement faire sortir les personnes qui demandent à sortir. Soit elle n'est pas suffisante parce que mon taux d'ordre en attente de retrait est trop important par rapport à ma capitalisation. Et donc il y a différents mécanismes qui existent. Le mécanisme qu'on n'aime pas du tout, mais qui a le mérite d'exister, c'est le mécanisme du fonds de remboursement. Le fonds de remboursement, c'est l'idée de céder des actifs. C'est pour ça qu'on n'aime pas, parce que on n'est pas dans une période de cession. Au contraire, c'est extrêmement important pour des SCPI qui collectent en net de venir acheter sur les marchés, ce qui est notre cas sur nos fonds phares finalement. Mais dans une hypothèse où on ne peut pas le faire, céder des actifs, doter un fonds de remboursement, faire sortir par le fonds de remboursement, ça permet de solutionner certains aspects, certaines personnes désireuses de sortir. Il y a des accidents de vie, il y a des successions, et il faut les faire sortir. Ça, c'est le mécanisme du fonds de remboursement, mais il vous oblige à céder des actifs sur un marché qui n'est pas à la cession, mais qui est à l'acquisition. Un autre mécanisme qui existe et qui, encore une fois, on est dans le cas de quelque chose de tout à fait vérolé. C'est un mécanisme de suspension de variabilité du capital. Peu de sociétés de gestion l'utilisent et c'est pas forcément extrêmement propice, mais ça peut l'être de manière à créer un marché gré pour faire rencontrer les institutionnels entre eux. Mais c'est un outil, c'est une palette à laquelle finalement la société de gestion n'a recours véritablement qu'en dernier ressort. Merci. Je pense qu'en complément, Mathieu a déjà quasiment tout dit, mais je pense qu'en complément, il faut revenir à ce qui avait été dit au début, enfin un peu avant, et c'est d'ailleurs Mathieu qui l'avait dit, on partage cette point de vue, il faut regarder l'exposition aux institutionnels, parce que finalement, en fait, dans tous les marchés, le professionnel, c'est son métier d'être sur le marché. On le voit en bourse, on le voit en immobilier, on le voit partout. Donc, les premiers à dégainer, entre guillemets, et à agir quand il y a quelque chose, c'est les professionnels. Et les particuliers n'arrivent qu'après. Donc, s'il y a beaucoup de professionnels, nécessairement, si les gens ont une inquiétude sur un marché immobilier ou une inquiétude sur une action, les professionnels vont demander le retrait en immobilier, vont vendre les actions en premier. Le particulier qui va arriver après, soit il va être tout au fond du carnet d'ordre parce qu'ils seront tous passés d'abord et qu'il y aura des blocages, soit quand ils vont racheter les actions, elles auront déjà des cotés de 5 ou 6% et ils vont pas prendre le même prix. Et je pense que c'est un élément fondamental à regarder, c'est comment se comporte le marché, comment sont les parts en attente de retrait, ce qu'on a dit tout à l'heure, on le répète, mais c'est un sujet, et quelle est l'exposition aux institutionnels pour se dire que, en fait, finalement, si on a peu d'exposition, on va se retrouver dans un marché normal de particuliers. Et en fait, dans un marché normal de particuliers, on peut sortir à peu près quand on veut d'une SCPI, quand on a un accident de la vie, quand on a un projet immobilier, on se dit, tiens, j'ai une opportunité immobilière d'acheter ma résidence principale ou de faire un investissement de résidence secondaire, j'arbitre mes SCPI pour le faire. Quand on se retrouve bloqué, qu'on doit renoncer à ce projet, ça arrive en ce moment, c'est des cas concrets. Les gens ne sont pas très contents, ça arrive dans certaines sociétés parce qu'ils sont bloqués. En fait, finalement, quand on est dans un marché qui a
peu de retrait, qui est assez stable et qui a peu d'institutionnels ou peu de professionnels, on va avoir le marché normal. Quand on voudra sortir, on pourra sortir dans un délai relativement raisonnable, mener nos projets, couvrir nos accidents de la vie, et finalement la SCPI jouera son rôle. Merci. Alors, une nouvelle question. On parle quand même aujourd'hui de plusieurs tendances, donc les SCPI diversifiées, les SCPI européennes. Vous avez récemment sorti une SCPI européenne. Sogenia, là aussi, c'est SCPI cœur d'Europe. On parle aussi de SCPI sans frais d'entrée. Aujourd'hui, quelle tendance, je dirais, quelles sont les tendances à suivre et comment on pourrait influencer, je dirais, les prises de décision pour des investisseurs? Je pense. Alors, je pense qu'on va avoir plusieurs. Ce qui est très pratique, en fait, c'est que toutes les évolutions permettent aux gens de répondre à beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup de cas de souscription. Les SCPI sans frais, ça va être très bien. Ça va permettre de finalement faire un produit liquide, relativement liquide de la SCPI sur du moyen terme. Bon, il y a sans frais, certes, mais potentiellement avec une commission de rachat si on sort avant un certain temps, ce qui est normal, c'est une petite pénalité, puisqu'on est dans l'immobilier, c'est du long terme, on revient un peu sur du court terme, donc c'est assez logique. Mais donc ceux qui ont des visions court terme, enfin moyen court terme, entre 2, pour essayer de moins de 3 ans, c'est un peu dangereux, mais ça peut coûter cher, mais entre 3 et 7, 8 ans, c'est des produits qui vont être assez intéressants, puisque le jour où ils voudront sortir, ils n'auront pas de pénalité, en disant, bah tiens, je prévois dans 4-5 ans d'acheter un actif immobilier, ma résidence principale, entre-temps, je place en SCPI, j'ai un bon rendement parce qu'il y a des bonnes performances, et puis quand je veux sortir, j'ai pas de problème. Dès qu'on reste plus longtemps qu'une dizaine d'années, jusqu'à 10 ans, puis après plus longtemps, il vaut mieux revenir sur des schémas classiques où finalement les performances sont équivalentes, voire meilleures dans la durée. Les SCPI européennes, ça va très bien correspondre aux personnes qui ont des problématiques de fiscalité, puisqu'en fait, on a évidemment moins de rendement sur ces SCPI que sur les SCPI diversifiés classiques, mais l'impôt est déjà payé à l'étranger. Donc on ne repaye pas d'impôt en France, sauf sur les revenus financiers français, bien évidemment, mais on ne paye pas d'impôt en France dans la plupart des cas. Donc finalement, c'est de l'argent qui rentre vraiment dans la poche. Donc les rendements sont moins intéressants, un petit peu moins, mais on n'a pas d'impact fiscal. Et quand on est très imposé, ça peut être un peu confiscatoire, faut le dire, sur les SCPI classiques, être un peu confiscatoire l'impôt. Là, on a ce sujet qui va être là. Et puis on va avoir les SCPI finalement diversifiés de façon assez classique, qui vont, comme je l'ai déjà dit, permettre de s'exposer assez globalement sur l'immobilier. Et ça va être un schéma intéressant puisque, encore une fois, c'est des SCPI qui s'adressent dans certains cas à des publics plus jeunes ou à d'autres publics, et ça va leur permettre finalement de s'exposer de façon assez large avec des mises peu plus faibles. Finalement, faut toujours diversifier ses risques, et quand on a des mises assez faibles, la diversifier, ça permet de bien diversifier les risques entre plusieurs catégories, une grande granularité avec finalement un seul investissement. Merci. En fait, ce que Jean-Marie décrit assez bien, c'est que les tendances de marché sont portées par un marché qui est favorable à l'acquisition. Tout cela, on ne se poserait pas ces questions si on n'avait pas cette fenêtre que nous vivons depuis maintenant 1 an et qui aura certainement une fin si enfin la BCE notamment décide de baisser ses taux directeurs, qui est portée parce que finalement chaque acquisition réalisée est extrêmement relative. Et donc les SCPI que vous décriviez finalement affichent, et on se pose ces questions parce qu'elles affichent aussi des taux de distribution, il faut le dire, qui sont tout à fait attractifs d'entrée. Mais parce qu'on les a achetés majoritairement sur cette fenêtre de tir qui est extrêmement opportune pour nous, mais particulièrement quand on se lance, quand on démarre de pas grand-chose et qu'on achète ses premiers actifs et que ces premiers actifs génèrent énormément de rendement. Donc ça, c'est un premier effet qui est très important de bien comprendre, c'est que quand je lance une SCPI, c'est pas très compliqué d'afficher un 7, un 7,5, un 8 et pourquoi pas davantage, de par le simple effet relatif du fait, d'acheter des actifs qui sont extrêmement de rendement élevé sur un marché propice, et 2, d'avoir un effet relatif parce que j'ai un différentiel entre ce que j'investis et mes parts en jouissance. Mais ça dure 2, 3, 4 ans, et éventuellement. Deuxième élément, sur les SCPI sans frais, je rebondirai très rapidement en disant que c'est très important de bien évoquer ce qu'on appelle sans frais. C'est sans frais d'entrée. C'est pas sans frais, c'est sans frais d'entrée. Il y a des frais d'acquisition, il y a des frais, il y a l'arbitrage, il y a des frais de cession.
Bon, je rejoindrai Jean-Marie. Notre travail et notre métier, tel qu'on le perçoit en tout cas dans nos maisons respectives, c'est le long terme. C'est d'être présent sur la durée de détention moyenne des SCPI. On sait qu'en France, c'est 23 ans. Donc on ne se battra, en tout cas chez Paris Gestion, on ne se battra jamais pour la palme du taux de rendement absolument extraordinaire de 2027. Notre métier, c'est d'être présent aujourd'hui, d'être présent les 20 prochaines années pour que l'épargne de nos épargnants soit sécurisée au maximum. Très, très important. Et sur l'Europe, évidemment, la fiscalité extrêmement porteuse, mais Jean-Marie l'a parfaitement décrite. Merci. Là, la question, elle va plutôt concerner vraiment les perspectives à long terme sur le marché des SCPI. Quels sont les facteurs clés à surveiller pour les investisseurs pour une stratégie effectivement globale? Et qu'est-ce que vous attendez-vous pour les prochaines années, un peu plus court et long terme? On a déjà dit beaucoup de choses. Néanmoins, on a plusieurs éléments macro-clés qui arrivent. On a juin, avec ces fameuses baisses de taux directeur, qui signifie deux choses, qui signifie reconstitution de prime de risque. Donc c'est ce que m'offre finalement le rendement immobilier par rapport au taux sans risque, qui sera relativement, qui va nous remettre complètement, on a déjà reconstitué une bonne partie, mais qui va nous remettre l'immobilier complètement au cœur de sa démarche et de sa capacité à produire un rendement qui soit attractif par rapport au taux sans risque. Je le pondère par les annonces structurelles des agences de notation qui arrivent fin avril et mai, si je ne dis pas de bêtises. Ça peut aussi changer un petit peu quelques cartes, mais qui redonneront structurellement du sens à l'Europe à ce moment-là. Bon, donc ça à surveiller d'un point de vue purement macro. Et puis on a déjà dit énormément de choses. Je crois que les SCPI qui seront les plus attractifs sont celles qui ont la capacité, encore une fois, à capter les tendances de marché actuelles et donc à se porter à l'acquisition sur encore les mois à venir. Cette fenêtre, elle va se fermer. Elle va se fermer dès que les taux directeurs auront pris une baisse d'au moins 1 point. Ça ne va pas se faire en un temps, mais ça va se faire à un moment. Et donc, c'est être capable d'acheter, c'est de se positionner sur les SCPI qui sont en collecte nette, qui ont la capacité de se positionner sur le marché, d'acheter, et finalement dans le wagon de ceux pour lesquels chaque acquisition réalisée sera extrêmement relutive sur le rendement. Et j'en oublie pas tout ce qu'on s'est déjà dit. Surveillons la granularité des portefeuilles, les stratégies d'acquisition, les maisons de gestion, les locataires, et tous les indicateurs clés qui ont déjà été partagés ce soir. Merci. En complément, je dirais le marché a quelques turbulences, on voit on en a parlé depuis quelques mois. Malgré ces quelques turbulences sur les marchés, les fondamentaux des SCPI restent bons. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour moi ce qui est le gage de la pérennité et finalement de l'évolution et de la durabilité de la SCPI. La SCPI, c'est quoi? La SCPI, c'est de la collecte. Finalement, c'est une collectivisation, sans être communiste, mais une collectivisation de l'investissement en se disant je mets quelques milliers d'euros et je vais accéder à un patrimoine immobilier très diversifié. Et c'est un produit de rendement. Notre métier, c'est de verser des dividendes aux gens. Dans 99% des SCPI, c'est ce métier-là. Or, les SCPI continuent à collecter, continuent à acheter et continuent à distribuer. Les taux de distribution ont même progressé d'un point de base, mais n'empêche, néanmoins, progressé d'un point de base en 2023 par rapport à 2022. Et théoriquement, pour beaucoup de raisons, il devrait être meilleur cette année, que ce soit par les actifs, les investissements relutifs qu'on a fait cette année, que ce soit par ceux qui ont baissé leur prix de part l'année dernière et qui naturellement vont garder probablement les mêmes montants de distribution, donc avoir des taux supérieurs. Donc, c'est des éléments qui devraient progresser. Et je pense que quand on veut faire un bon investissement dans le futur, en fait, il faut arriver à faire finalement ce que nous on fait, c'est-à-dire de l'allocation, ce que vous faites pour vos clients. C'est de regarder les différents produits, de mixer entre des maisons de gestion plus anciennes. C'est pas parce qu'ils ont décoté leur prix aujourd'hui qu'en fait c'est des mauvais produits. Ils ont gagné beaucoup d'argent et les clients ont gagné beaucoup d'argent et ont fait des belles croissances pendant beaucoup d'années. Et ça continuera parce que ces maisons vont faire le travail nécessaire pour redevenir attractives. Elles ont déjà toutes commencé. On va mettre des SCPI de mi-terme finalement qui sont un peu au milieu de la durée, qui sont moins anciennes dans leur patrimoine, mais qui ont quand même de l'expérience et une certaine structure et une certaine sécurité. Et puis, on va mettre un peu de jeunesse dedans pour aller chercher un peu d'attractivité en termes de rendement, aller chercher peut-être une liquidité plus facile sur du moyen terme si on a besoin, parce que ça fait partie aussi d'une allocation. Et finalement, c'est tous ces fondamentaux qui vont faire la confiance et la sécurité et la pérennité du produit de la SCPI pour moi. Merci beaucoup pour ces précieuses réponses. Nous allons passer maintenant donc à la partie questions clients. Corentin, je vous laisse la main pour la première question. Merci. Alors peut-être une première question. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une option qui est meilleure que l'autre entre investir dans une SCPI diversifiée ou par exemple investir dans deux SCPI, soit même une SCPI commerce et une SCPI bureau?
C'est une des réponses finalement. La question est très juste. C'est est-ce qu'on alors, il y a deux choses. Effectivement, on peut faire soi-même son allocation en prenant un certain nombre de thématiques, en se disant je vais prendre une européenne, je vais prendre une française et je vais moi-même créer finalement mon allocation. En revanche, n'oublions pas de diversifier aussi les sociétés de gestion. Jean-Marie l'a parfaitement décrit à l'instant, des SCPI plus anciennes, des plus récentes. Mais oui, c'est parfaitement possible, bien sûr. Et le sens de tous nos propos était celui-là, était de dire que la diversification, elle se porte aussi au niveau du portefeuille. Très bien, merci pour cette réponse. Peut-être une autre question. Donc, la correction des valorisations à la baisse n'est peut-être pas finie. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre 1 an avant d'acheter des SCPI? Alors, l'immobilier est un temps long, donc évidemment, on peut toujours attendre 1 an. Après, je pense qu'aujourd'hui, les maisons qui ont dévalorisé leur prix sont clairement identifiées. Certaines l'ont fait plusieurs fois et je pense que c'est une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont fait à chaque fois la bonne décote qui correspondait à ce qu'ils devaient faire à l'instant T et refaire une deuxième quand ils devaient voir, je crois qu'on est allé jusqu'à 3 pour certains, mais je pense que c'est finalement pas alarmant et plutôt le signe d'une très bonne gestion. Après, comme on l'a dit, il y a beaucoup de SCPI qui marchent très bien. On voit les expertises sont sorties, les rapports vont arriver. Donc, plutôt que d'attendre 1 an, je pense qu'il faut certains, s'ils sont un peu plus frileux, attendre quelques semaines de voir les rapports, de rapports annuels des SCPI, bien sûr. Excusez-moi, c'est le jargon technique, mais voilà, le rapport annuel, de voir les expertises. Et il y a beaucoup de SCPI qui ne sont, enfin, l'immense majorité des SCPI ne sont pas concernés. On identifie bien les SCPI, on identifie bien les sociétés de gestion concernées. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui relativement peu de risques à aller sur les maisons qui ne seront pas concernées, et notamment parce que voilà, c'est une réalité sur les SCPI diversifiés qui aujourd'hui tirent quand même une grande partie de la collecte. C'était 50% de la collecte l'an dernier, voire 68% sur le dernier trimestre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de nécessité d'attendre. Il vaut mieux rentrer tout de suite et prendre des rendements. C'est plus intéressant. J'abonderai et je compléterai en se disant qu'il faut quand même se redire que c'est une classe d'actifs qui est aujourd'hui identifiée et que tous les experts s'accordent à dire deux choses. Un, qu'on est relativement en train d'atteindre un plateau, et que deux, nous savons que les bureaux sont ciblés. Les bureaux de très grande superficie sont ciblés. Et ce sont ceux-là, finalement, dont on attend éventuellement de nouvelles baisses. Et enfin, quand on achète une SCPI, on achète deux choses. On achète le passif. Donc, si effectivement, l'idée est d'attendre 1 an pour se positionner sur une SCPI qui a fortement décoté, bah oui, mais j'accepte d'acheter ce bureau de très grande superficie à la Défense qui a créé la décote. Suis-je prêt à me repositionner immédiatement sur cette classe d'actifs-là à aujourd'hui? Et j'achète une deuxième chose très importante, c'est que j'achète et j'offre la capacité, je demande à mon gérant de se porter à l'acquisition sur un marché porteur. Donc attendre 1 an, c'est s'empêcher finalement de s'offrir en tant qu'associé la possibilité de se positionner maintenant sur le marché. Merci beaucoup. Peut-être une autre question, vous y avez déjà répondu, mais on l'a reçu plusieurs fois, donc je vais vous la reposer. Pour vos maisons de gestion, quel est le terme que vous recommandez pour vos SCPI, le terme de placement? Bon, je pense que c'est le même pour nous deux, c'est le terme classique. Dans une SCPI, il faut rester au moins 8-10 ans pour que ça ait réellement un intérêt en termes de rentabilité. Parce qu'il y a moi, je suis un fervent défenseur du modèle classique de rémunération des SCPI, qui est un modèle qui est anti-français, enfin, parce que finalement, les Français n'aiment pas payer le service, et finalement, c'est le modèle où on paye le service quand il est rendu. Quand vous souscrivez une SCPI, vous êtes conseillé par un conseiller en gestion de patrimoine, vous avez une société de gestion qui monte un produit, qui vous conseille, qui fait de l'investissement, vous payez ce service dans une commission d'investissement, commission de souscription, et après, dans la durée, vous payez les frais de gestion uniquement liés à la gestion de votre fonds et de ses actifs, finalement. Donc, 8-10 ans, c'est très bien pour arriver à sortir une bonne performance en ayant amorti la commission d'entrée, et plus le temps va durer, finalement, plus ça va être intéressant, et on le disait tout à l'heure, la moyenne, c'est 23 ans. Voilà. C'est 23 ans, et encore une fois, l'immobilier est un cycle de long terme. L'immobilier, ce n'est pas un produit de taux. Ce n'est pas un produit qu'on achète aujourd'hui pour le revendre dans quelques années. Et il y a cette confusion aussi qui se fait sur ce marché parce que le taux sans risque, aujourd'hui, et ça va changer, peut laisser transparaître que peut-être nous aurions une compétition entre l'immobilier et le taux sans risque. Mais c'est d'abord pas les mêmes classes d'actifs, et deuxièmement, c'est pas du tout la même durée d'investissement. L'immobilier, c'est du temps long, et il ne faut pas se tromper là-dessus. Merci. Merci. Alors, on a plusieurs questions qui tournent autour des mauvaises performances de certaines SCPI et qui nous demandent est-ce que vous avez l'explication à ces mauvaises performances? Est-ce qu'il y aurait une explication globale qui expliquerait les mauvaises performances? Je ne vais pas citer les SCPI.
Je ne m'autoriserai pas à parler pour nos confrères, et si la question n'est pas plus précise, mais d'un point de vue général, je pourrais aisément expliquer pourquoi nos performances chez Pareil Gestion ont été toutes à la hausse, et nous n'avons pas baissé le prix de part, mais ce ne sera pas forcément le cas maintenant, mais on est à disposition de chacun. Mais pour ma part, je ne parlerai pas de nos confrères. Merci beaucoup. Alors peut-être une question pour Julien. Oui. Pour ces personnes qui détiennent des SCPI qui ont eu des mauvaises performances et qui voudraient arbitrer, comment est-ce qu'elles font pour arbitrer vers une SCPI diversifiée, par exemple? Alors, la question est double, parce que ces SCPI, potentiellement, on peut les détenir dans un contrat d'assurance vie ou les détenir en direct. Les détenir en direct, on a déjà évoqué la situation, donc potentiellement de revendre ses parts, même si on expliquait qu'un investissement sur des SCPI, c'est un investissement sur du long terme. Potentiellement, on a eu cette baisse de valeur aujourd'hui, mais on est sur des cycles, sur de l'immobilier, donc on peut potentiellement les conserver. Si une personne qui détient ces SCPI dans un contrat d'assurance vie, il pourra le faire facilement, car en fait, il n'est pas détenteur en nom propre de ses parts. C'est la compagnie d'assurance qui détient ses parts et donc qui permet aux investisseurs d'investir sur ces SCPI-là. Donc, l'opération est réalisable. Il faut prendre en compte que lorsqu'on l'on arbitre, on accepte cette baisse aussi. Donc, c'est une question assez simple, je dirais, à répondre, mais il y a quand même une étude derrière à avoir. Et donc, potentiellement, si des personnes souhaitent réaliser des opérations sur leur SCPI, de nous contacter et à ce moment-là, on pourra échanger plus largement. Merci. Alors peut-être une dernière question avant de conclure. Est-ce que vous auriez un conseil pour les personnes qui détiennent des SCPI sur de l'immobilier de bureau, essentiellement? Alors, tout dépend de quel immobilier de bureau on parle, encore une fois. Quel SCPI déjà? Il y a bureau et bureau, il y a bureau en région, et dans des mondes de SCPI, Jean-Marie, il en parlera mieux que moi. De quelle typologie on parle? Est-ce qu'on parle de petite ou de grande superficie? Est-ce qu'on parle de bureaux en région? Est-ce qu'on parle de bureaux parisiens? Est-ce qu'on parle de prime, de corps? Il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une vérité. Encore une fois, c'est très difficile tant que nous n'identifions pas le fond et ce qu'on pourrait s'enfuir à faire. Je pense que nos stratégies communes, finalement, avec Jean-Marie, c'est d'acquérir des bureaux de petite et moyenne superficie, majoritairement en région pour aller capter des dynamiques régionales extrêmement fortes, en tout cas sur les deux fonds que vous proposez notamment. Et c'est ce qui nous a préservé au maximum finalement de l'année 2023. Et cette classe d'actifs-là, cette sous-classe d'actifs bureaux, finalement, a beaucoup moins pâti que finalement les vaisseaux de 150, 200, 1000 mètres carrés que l'on peut voir pas très loin d'ici. Moi, je compléterai avec un sujet qui est prenant un peu de hauteur. Il y a deux marchés finalement immobiliers qui ont une profondeur extrêmement importante en France et dans tous les pays. C'est le résidentiel et le bureau. C'est les deux marchés les plus importants. C'est finalement où on travaille le plus et où on vit. Le résidentiel est un produit qui est un produit de plus-value. Donc, quand on investit en résidentiel, on a souvent peu de rendement et on va aller plutôt chercher de la plus-value ou la constitution d'un patrimoine. Dans la SCPI, on va faire exactement l'inverse. On va être sur un produit de rendement et on va avoir beaucoup moins de plus-value puisqu'il n'y a pas un instant où on va vendre tout le patrimoine et rembourser les gens. Les gens vont se sortir à un moment, les parts auront progressé parce que la valeur de l'immobilier progresse, mais il n'y aura pas vraiment la plus-value. Donc, c'est incompatible. C'est très compliqué de mettre du résidentiel dans les SCPI. D'ailleurs, il y en a très peu. Donc après, il reste quoi en grand marché? C'est le bureau. Donc aujourd'hui, imaginez faire à part les SCPI, bien sûr, commerce ou autres, mais faire globalement de la SCPI, collecter 10 milliards, plus de 10 milliards comme l'an dernier, même 7 milliards cette année, enfin en 2023 et 10 milliards l'année d'avant, sans faire de bureau, c'est pas possible. À moi, on est obligé de faire du bureau, c'est une bonne classe d'actifs. Le tout, comme disait Mathieu, c'est de choisir le bon, c'est d'aller sur des éléments qui vont être les plus adaptés suivant la typologie de SCPI qu'on veut. Les gens qui ont été sur des SCPI de bureau avec des grands véhicules, des gros sujets, c'était des grosses maisons de gestion, souvent bancaires, souvent autres. C'était des gens qui allaient apporter cette sécurité-là. D'ailleurs, j'ai une contrepartie qui est très institutionnelle. C'est une banque, c'est une grande maison de gestion. Et je vais acheter cette sécurité avec un peu moins de rendement. Je vais avoir des croissances qui ont été très bonnes pendant des années. Là, j'en ai un petit peu moins. Mais finalement, je pense que si on tire, parce qu'encore une fois, il ne faut pas rester sur les 24 derniers mois ou les 18 derniers mois, il faut regarder la durée de l'investissement des gens. Ceux qui sont rentrés il y a 15 ans sur des SCPI comme ça, ils ont gagné beaucoup plus que ce qu'ils ont perdu sur ce quelques laps de temps. Donc à un moment, il faut vraiment regarder l'ensemble de sujets et il faut se dire que de toute façon, il faut du bureau dans des SCPI, globalement, et il faut du bureau dans une allocation d'actifs, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc en fait, il faut vraiment regarder le détail, et ça c'est le métier de votre conseiller, de regarder avec vous en détail et de se dire, est-ce que ça vaut le coup d'arbitrer maintenant ou pas?
parce que des fois, ça ne vaut pas forcément le coup. Et il faut regarder la globalité du sujet avant de réagir un peu à chaud, comme ça a été un peu le cas d'ailleurs des professionnels quand il y a eu des sujets. Ils ont réagi peut-être un peu trop à chaud. L'avantage, c'est que nous, on peut garder un peu la tête froide et réfléchir un peu plus et se poser les bonnes questions et surtout pas faire des bêtises à l'arbitrage, parce qu'on a parlé de réinvestissement tout à l'heure, mais qui dit réinvestissement dit frais. Donc à un moment, en fait, est-ce que c'est la peine vraiment intéressant de reprendre une double peine entre guillemets de frais derrière, et donc et plutôt pas rester où on est en se disant que bon bah soit on a perdu un petit peu, mais finalement on a beaucoup gagné avant, et globalement on va avoir des taux de rendement et des taux de performance du fonds sur la durée très intéressants. Parfait. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie, merci Mathieu d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire dédié aux SCPI et en quelque sorte plus particulièrement sur les SCPI diversifiés. Merci Salomé. Nous restons donc bien sûr à votre disposition. On a reçu de nombreuses questions auxquelles on n'a malheureusement pas pu répondre, mais un conseiller en gestion de patrimoine vous recontactera dans les plus brefs délais. Si vous avez toutefois des questions, ou souhaitez échanger avec nous sur le sujet de l'immobilier, en particulier les SCPI, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Salomé et moi restons disponibles. Et nous vous retrouverons donc bientôt pour une nouvelle webconférence sur les SCPI. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous, messieurs. Merci, Salomé. Merci.